Alors on a déjà signalé en introduction du chapitre précédent que toute fonction périodique pouvait se décomposer comme une somme de fonctions sinusoïdales. C'était tout l'intérêt d'étudier le régime sinusoïdal forcé, c'était que en sachant des choses sur ce qui se passait à une pulsation donnée, vous pouviez en déduire des choses sur ce qui se passait sur tout signal périodique. Alors on va détailler un petit peu pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut formaliser ça et introduire ce qu'on appelle la décomposition de Fourier. La décomposition de Fourier, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait de dire que pour un signal donné, périodique, vous allez pouvoir l'écrire comme une somme de plusieurs sinusoïdes dont les périodes vont être liées à la période de votre signal. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez une fréquence principale qui est l'inverse de la période de votre signal et vous avez tout un tas d'harmoniques, double de la fréquence, le triple de la fréquence, le quadruple de la fréquence, etc. Dans la petite animation que vous voyez s'afficher ici, on peut essayer de jouer un tout petit peu avec les différentes périodes et fréquences qu'on peut avoir à disposition. Donc si on met un signal sinusoïdal, eh bien on a simplement une sinusoïde, jusque-là pas de problème. On peut rajouter des termes supplémentaires, donc des sinusoïdes supplémentaires, une sinusoïde à 2 fois la fréquence, à 3 fois la fréquence. On peut s'amuser à déphaser les sinusoïdes les unes avec les autres pour voir ce qui se passe. On peut aussi voir qu'un signal rectangulaire va pouvoir se découper et s'écrire comme une somme de signaux sinusoïdaux. Et donc, on peut jouer sur la phase, sur les amplitudes et voir à chaque fois à quoi ça correspond. Bien. Alors, on va commencer par essayer de formaliser tout ça. Donc, soit f, une fonction du temps, une fonction périodique du temps. Alors on ne va pas l'appeler f parce que ça va être trop proche de la fréquence, on va dire g, une fonction périodique du temps de période grand T, et donc de fréquence à l'inverse de grand T, de période grand T et pulsation qui va être donnée par oméga qui vaut 2pi divisé par t. Donc ça, c'est la fonction que je vais utiliser directement pour faire mes calculs. Alors cette fonction va pouvoir se décomposer en série de Fourier. Donc G peut se décomposer sous la forme G de t, quel que soit t réel, G de t va être, eh bien, il va y avoir une fonction, une valeur constante, on va appeler qui 0, et on va ajouter à cette valeur constante une somme qui va se faire sur des valeurs de n de 1 jusqu'à l'infini, de fonctions sinusoïdales, donc un cosinus d'une amplitude à chaque fois qui n, donc qui varie en fonction de l'ordre qu'on veut avoir, et on a un oméga n t plus phi n, où le oméga n, c'est simplement n fois le oméga qui correspond à votre fonction. Et donc vous avez ce qu'on appelle des harmoniques dans votre signal. On le reverra quand on traitera le chapitre sur les harmoniques. Donc les harmoniques dans le signal, vous en avez la fondamentale, l'harmonique fondamentale, c'est pour n égale 1. Ensuite, la première harmonique pour n égale 2. La deuxième harmonique pour n égale 3, qui est le triple de la fréquence ou le triple de la pulsation. La pulsation, c'est le triple de la pulsation de départ, etc. Et donc, on va avoir tout un tas de fonctions sinusoïdales. Et en sommant ces fonctions sinusoïdales et en jouant potentiellement sur la phase qu'elles peuvent avoir les unes avec les autres, c'est pas forcément toujours des cosinus. Si je rajoute un pi sur 2, ça se transforme en moins sinus. Si je soustrais, ça devient plus sinus. Si je mets pi, il y a un moins qui sort devant. Donc en jouant sur la phase et sur les amplitudes qui n qui sont devant, je vais pouvoir construire entièrement mon signal et l'écrire sous forme d'une somme de sinusoïdes. Alors ça m'intéresse tout particulièrement parce que comme on considère des systèmes qui sont des systèmes linéaires, l'effet sur une somme, ça va être égal à la somme des effets sur chacun des éléments pris isolément. Et donc,
bah là, comme je sais ce qui se passe pour un signal sinusoïdal, bah je saurai ce qui va se passer pour la somme des signaux sinusoïdaux. Ça va être juste la somme des effets sur chacun des signaux sinusoïdaux. Voilà, donc là on a les harmoniques. Hein, donc si n égale 1, juste pour un terme de vocabulaire, c'est ce qu'on appelle le fondamental. N égale 2, c'est le premier harmonique. N égale 3, ça va être le deuxième harmonique, etc. Et vous avez potentiellement une infinité d'harmoniques. Si vous regardez sur la petite simulation, quand on essaye de regarder le créneau, on voit qu'avec un nombre fini d'harmoniques, on n'arrive pas exactement à avoir un créneau. On a des oscillations lorsqu'on fait la montée, on arrive à garder à peu près de pas trop grande amplitude avant de faire la descente. Et plus vous rajoutez de sinusoïdes, plus vous allez tendre vers le créneau, et mathématiquement on peut montrer qu'à la limite, quand n tend vers l'infini, quand on a toute la somme en entier, on peut avoir tout ce qu'il nous faut. Bien, alors maintenant qu'on a ça, on va définir la valeur moyenne et la valeur efficace. Valeur moyenne, valeur efficace. On en a déjà parlé en TP, notamment, de cette histoire de valeur efficace, de pourquoi est-ce qu'on avait aussi besoin de la valeur moyenne, puisque ça c'était les mesures en DC, la mesure en AC vous donnant plutôt la valeur efficace. Donc je vais d'abord le définir de manière générale, voir comment mathématiquement on peut revenir à ces histoires de valeur moyenne, qu'est-ce que ça représente, et ensuite je vais regarder en particulier pour un signal sinusoïdal, et notamment pour la valeur efficace. Donc, si on a une fonction quelconque, donc pour des fonctions quelconques, donc soit g de t une fonction quelconque du temps, donc celle-là elle n'est pas périodique, une fonction quelconque. On définit la valeur moyenne. Donc, on définit la valeur moyenne temporelle. Sous la forme. Donc, on va écrire avec les sortes de brackets comme ça. Donc, un supérieur, un inférieur. Ça n'a pas la forme de supérieur ou d'inférieur. En fait, c'est plus spacé, et pour définir une moyenne, vous faites quoi quand vous définissez votre moyenne du semestre? Vous faites la somme des notes et vous divisez par la note. Là c'est pareil, je vais faire la somme de toutes les valeurs que je vais avoir à disposition, donc tous les G de T, affublé d'un poids qui va être l'intervalle de temps sur lequel j'ai cette valeur G de T. Je vais sommer du 0 jusqu'à taux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de diviser par taux, et finalement, j'ai besoin d'avoir la limite. Donc, on va le déplacer légèrement. Hop. J'ai besoin d'avoir la limite quand taux tend vers l'infini de ce machin-là. C'est-à-dire, plus je regarde un temps long, plus ma moyenne sera proche de ce que j'attends effectivement pour cette chose-là. Donc la définition de la valeur moyenne, elle est donnée comme ça. Donc là, on a la valeur moyenne pour une fonction quelconque, et on a la pondération. Hein. On peut aussi écrire ça, donc remarque, ça s'écrit aussi, cette valeur moyenne, la limite quand taux tend vers l'infini, de l'intégrale de 0 à taux dg de t dt divisé par, vous voyez, si vous vous souvenez, la somme des notes divisé par le nombre de notes, c'est-à-dire la somme de tous les dt pour savoir combien de notes vous avez effectivement eu dans le semestre. Donc ça permet de le visualiser. Et on va appeler valeur efficace la même chose, mais quand on prend la racine de la moyenne du carré de votre fonction. Donc la valeur efficace, qu'on va appeler G efficace, comme ça, ça va être la racine de la valeur moyenne de G carré.
Et donc si je l'écris de manière explicite, ben, j'ai ma valeur moyenne, c'est la limite quand taux tend vers l'infini, des 1 sur taux fois l'intégrale de g carré de t dt, de 0 à taux, et puis il faut que je prenne la racine de ce gros truc-là. Bon, ce qu'il faut retenir en gros, c'est cette version-là, et puis il faut connaître l'expression de la valeur moyenne sous cette forme-là pour pouvoir s'y retrouver assez facilement. Donc ça, c'est ma valeur efficace. Alors, un truc à retenir, c'est justement le lien avec DC et AC. Donc, lien avec AC-DC. Je vous rappelle que le fameux groupe de rock a utilisé ça parce que justement, c'était ce qui est marqué sur l'aspirateur de la mère de l'un des membres du groupe dans lequel ils étaient en train de travailler. Donc, la valeur efficace et la valeur moyenne. Donc quand on regarde G qui est mesuré en DC, en fait, ça mesure la valeur moyenne de G. On va prendre U puisqu'on parle de tension. Hop. Donc c'est la valeur moyenne de la tension. Si on se met U en AC plus DC, c'est en fait la valeur efficace. Donc ça va être la racine de U carré. Donc ça, c'est le AC plus DC. Et si on se met en AC, juste, à ce moment-là, et ce que certains appellent d'ailleurs valeur efficace, ou valeur efficace vraie, true RMS, donc c'est la racine de l'écart entre U et sa valeur moyenne au carré. Ça ressemble beaucoup à la variance qu'on a pu définir dans le cours d'informatique et justement la racine de la variance est reliée à ça et c'est bien pour ça que dans le cours d'informatique j'ai appelé ça U et la racine de la variance ça vous permet de calculer la valeur efficace en AC et donc se dire que à chaque fois pour calculer la valeur en AC on soustrait la valeur moyenne, ce qui veut dire qu'en AC il faut surtout pas mesurer quelque chose de constant étant donné qu'il soustrait la valeur moyenne et donc il se débarrasse de la constante en question. Voilà, donc ça c'est de manière générale. Alors pour les fonctions périodiques, on va pouvoir dire des choses plus particulières. Donc fonction périodique. Pour les fonctions périodiques, hop, vous avez en outre que c'est pas la peine de prendre la limite, il vous suffira de prendre une seule période. Pourquoi ? Parce que après votre intégrale, elle se répète. Donc comme vous divisez par taux, vous divisez par un nombre de fois la période. Et puis comme vous répétez à chaque fois la même chose, au bout d'un moment, le petit décalage, si vous arrêtez pas exactement au bon endroit, quand vous l'êtes dans tend vers l'infini, ça finit par avoir quand même à peu près un nombre entier de périodes, ou du moins ce qui va changer à chaque fois va tendre vers 0. Et donc on peut prouver mathématiquement qu'il suffit de se placer sur une période. Donc si G est périodique de période t, alors la valeur moyenne de votre fonction G, elle va s'écrire 1 sur la période, l'intégrale sur une période de G de t dt. Alors à noter que là j'ai fait de 0 à t, mais je peux partir de n'importe où tant que je finis une période plus tard, et donc ça pourrait m'arranger de démarrer à un quart de période jusqu'à une période plus un quart, ça pose aucun souci, ou de faire entre moins t sur 2 et plus t sur 2, selon ce qui m'arrange, et donc avoir le résultat correspondant. Donc ça c'est pour la valeur moyenne, et la valeur efficace, ça va être juste la racine de la valeur moyenne du carré, donc de 1 sur t, intégrale de 0 à t, de g carré de t dt. Et donc ça c'est valable pour n'importe quelle fonction périodique. On a une écriture qui est relativement sympathique à ce niveau-là. Bon, on va pas s'amuser à faire la démonstration, on va plutôt regarder quelques exemples. Dans les exemples, une fois que je vous aurai donné l'énoncé, vous demandez de réfléchir 2 secondes pour voir à quoi correspond à chaque fois la valeur moyenne.
savoir comment, et la valeur efficace. Valeur moyenne et valeur efficace, à chaque fois pour chacun de le déterminer. Donc, premier exemple, je vais prendre un signal qui est un signal rectangulaire entre, voilà, il fait ça, entre U0 et moins U0. Hop. Il fait un rectangle, donc là je suis à U0, là je suis à moins U0. Et au niveau du temps, là je suis en t sur 2, là je suis en t, là je suis en 3t sur 2, etc. Donc ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, voyons voir ce qui se passe si je prends toujours un signal rectangulaire, mais cette fois-ci il varie de U0 à 0. Donc il fait la même chose, mais il varie 2 fois moins, U0. Et donc là je suis en t sur 2, t, 3t sur 2, etc. Troisième exemple, c'était le 2. Troisième exemple, on va prendre un signal triangulaire entre moins U0 et U0. Donc celui-là, je vais le dessiner comme ça. Hop, on va changer de couleur. Donc, on va le dessiner en triangle. Hop. Hop, etc. Donc ça veut dire que ici je suis en t sur 2, ici je suis à une période plus tard, et là je suis en U0, et là je suis en moins U0. Voilà, alors déjà avec ces trois exemples, on va pouvoir voir ce qu'il en est et s'amuser déjà un petit peu. Donc réfléchissez, arrêtez la vidéo, réfléchissez 2 secondes, et dites-moi à quoi correspondent à la fois la valeur moyenne et la valeur efficace. C'est bon, vous avez trouvé? Vous avez cherché en tout cas. L'important n'est pas de trouver, l'important est de chercher et d'essayer d'appliquer et de voir à quoi ça correspond. Bon, pour le premier, donc, si à chaque fois j'appelle ça U de t, la valeur moyenne de mon U ici c'est 0. C'est 0 pourquoi? Parce que j'ai la moitié du temps je suis au-dessus et l'autre moitié je suis en dessous. Et donc la somme des deux, ça va faire 0 parce que c'est symétrique. Je vais faire toutes les valeurs moyennes pour commencer et puis on parlera des valeurs efficaces après. Pour le deuxième, la valeur moyenne, ça va être U0 sur 2. D'où est-ce que ça vient? Ça vient que quand j'intègre, j'ai ça, et donc si je calcule l'intégrale de 0 à t de U de t dt, je vais pouvoir le couper en 2 blocs, de 0 à t sur 2, de U0 dt, et l'intégrale de t sur 2 à t de 0 dt. Et donc ça me donne forcément 0, et donc là j'ai t sur 2 fois U0. Comme pour avoir la valeur moyenne, il faut que je divise par la période. Vous voyez que si je divise par la période, là ça se simplifie et il me reste bien U0 sur 2. Donc j'ai une valeur moyenne qui est la moitié de l'amplitude, enfin la moitié, si on appelle ça l'amplitude ou directement la moitié, disons que la valeur maximale. Ça, on est tranquille. Alors pour celui-ci, ça c'est aussi relativement évident, vous avez que la valeur moyenne de U, c'est 0. De nouveau, pourquoi? Parce que le truc que vous avez de ce côté va être compensé par exactement la même chose que vous avez de l'autre côté. D'un côté, sur la première demi-période, l'intégrale est positive, sur la deuxième demi-période, l'intégrale est négative, et comme l'un vaut moins l'autre, vous avez que la somme des deux vous donne 0. Donc, des cas avec des calculs que l'on peut faire relativement facilement. Maintenant, si je veux obtenir la valeur efficace, il faut que je calcule la valeur moyenne du carré. Et pour avoir la valeur moyenne du carré, eh bien, il faut que je dessine mon carré. Qu'est-ce qui va se passer? Pour le premier, je suis par exemple à U0 carré. C'est pas à l'échelle, mais on va regarder ce que il existe certainement une échelle pour laquelle ce sera à l'échelle. Donc ça c'est bon, je suis à U0 carré jusqu'à ce moment-là. Ensuite, dans la deuxième phase, dans la phase qui est ici, je suis à moins U0. Moins U0 au carré, ça a le bon goût d'être aussi égal à U0 carré. Et quand je repasse à U0 carré, à U0
de l'autre côté à cet endroit-là, je serai de nouveau et encore égal à U0. Donc finalement, j'ai une fonction U carré, donc la valeur moyenne de U carré, ça va être la valeur moyenne d'un U0 qui est constant, et la valeur moyenne d'une constante, il est assez évident, mais vous pouvez vérifier en calculant l'intégrale, et en réappliquant la définition, que cette valeur moyenne, c'est effectivement la constante. Vérifiez, faites le calcul, juste 3 lignes, et ça vous permet de vérifier que vous avez bien compris comment ça marche. Donc, vous avez cette constante. Finalement, du coup, la valeur efficace, comme c'est la racine de la moyenne de U carré, c'est du coup la racine... Ah, pardon, j'ai oublié un petit truc. C'est pas homogène, racine de U0. Hein, parce que si je remplace tel que je l'ai écrit, ça me fait racine de U0. C'est méchamment pas homogène. Donc ce que j'ai oublié, c'est que tout simplement, là, j'avais un petit carré. Et donc là, j'ai un petit carré qui vient du petit carré qui était là. Et j'ai un U0 carré. Donc là, j'ai un U0 carré. Et racine de U0 carré, là, pour la peine, c'est bien mon U0, puisque mon U0, il était positif. Donc, je me retrouve avec une valeur efficace qui est égale à U0. Premier point intéressant, vous avez un signal rectangulaire symétrique, sa valeur efficace, c'est son amplitude, directement. Là, ça va être plus discutable. Plus discutable, pourquoi? Parce que, de la même manière, je vais calculer le carré. Donc là, je me retrouve avec du U0 carré, quand je représente le carré de U de t. Hein, donc là, c'est... ici, j'avais U de t au carré, et là c'est pareil, je veux représenter U de t au carré en vert. Donc, si je représente U de t au carré, après 0 au carré, bah, ça me fait 0. Donc j'ai un truc qui fait comme ça. Et ensuite, je repars là, et je suis nouveau à U0 au carré, et je repars à 0. Hop! Que vaut la valeur moyenne? Eh ben, vous voyez qu'on retrouve exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que au lieu d'avoir une première valeur à U0, on a une valeur à U0 carré. Donc, automatiquement, on va effacer tout ça, la valeur moyenne de U0 de ce nouveau rectangle-là, donc la valeur moyenne de U carré de t, ben ça va être U0 carré divisé par 2, d'où la valeur efficace, le U efficace ici, va être racine de U carré de t, et donc ça va être U0 divisé par racine de 2. Vous voyez que j'ai le même créneau, avec, semble-t-il, la même caractéristique U0 pour valeur maximale, mais selon qu'il descende à moins U0 ou qu'il reste à 0 sur la deuxième demi-période, je n'aurai pas la même valeur efficace. D'ailleurs, je n'ai pas la même valeur moyenne non plus. Donc, il faut bien à chaque fois, pas simplement se dire j'ai un signal créneau, donc j'ai aussi à regarder qu'est-ce qui se passe dans ces différents cas. Bien, alors pour celui-là, bah, il ne reste plus qu'à calculer les choses pour avoir le carré. Alors là, je vais peut-être faire un dessin en dessous et regarder ce qui se passe en particulier pour ces endroits-là. Donc si je veux représenter U carré de t, j'ai une fonction affine que je mets au carré, j'ai donc une branche de parabole. Et donc la branche de parabole, elle va aller comme ça, jusqu'à aller à U0 carré, puisque le maximum ici c'était U0. Donc je vais jusqu'à U0 carré. Ensuite, j'ai de nouveau une droite affine qui va vers 0, donc j'ai de nouveau une branche de parabole qui va jusqu'à 0, ici. Quand je passe de l'autre côté, ben j'ai l'opposé d'avant, mais comme je passe au carré, ça me revient, donc j'ai de nouveau ma branche de parabole qui monte et qui descend. Oups, ça n'est pas très bien joliment faite. Voilà, donc ça continue, et puis j'ai ma parabole qui continue comme ça. Moi, j'aimerais bien calculer finalement l'aire qui est en dessous. Donc je veux essayer d'estimer l'intégrale de 0 à t de U carré de t dt. Sauf que c'est légèrement pénible, mais là, sur le dessin, vous vous rendez compte, et on peut démontrer ça relativement facilement mathématiquement, que ce truc-là, c'est 4 fois l'intégrale de 0 à 1/4 de période de U carré de t dt. Pourquoi? Là, je suis en t sur 4,
Là, je suis en 2t sur 4, donc en t sur 2, en 3t sur 4 et en t. Eh bien, moi, ce qui va m'intéresser, c'est calculer cette aire-là. Et vous voyez que cette aire-là, bah, c'est la même que celle-ci, c'est la même que celle-ci, et c'est la même que celle-ci. La verte et la rouge, c'est évident, puisque c'est le même qui est juste translaté de t sur 2. La verte et la jaune, bah, vous voyez que c'est le symétrique par rapport à t sur 2, donc il y aura la même aire dessous, et puis bah, la jaune et la bleue, elles sont juste translatées aussi de t sur 2, donc c'est forcément la même chose. Donc il suffit que je calcule l'intégrale sur un quart. Petite astuce de calcul pour éviter de se faire trop de travail. Alors là, je vais essayer d'exprimer le u de t de manière explicite, donc sur quel que soit t qui appartiennent à 0 t sur 4, mon u de t, c'est une droite affine, même une droite linéaire, c'est-à-dire qui passe par 0. Donc ça s'écrit alpha t, tel que u de t sur 4, il soit égal à u0. Et u de t sur 4, c'est alpha fois t sur 4. Donc ça me donne que alpha, il s'écrit 4 u0 sur t. Bon, ça me fait des volts par seconde. Effectivement, quand je multiplie des volts par seconde par un temps t, ça me donne des volts. Donc ça me paraît relativement sympathique. D'où votre u de t peut s'écrire sous la forme 4 u0 sur grand T fois le petit t. Donc là, vous avez l'expression explicite. Alors maintenant, je vais calculer l'intégrale de 0 à t sur 4 de u carré de t dt. Donc ça me donne l'intégrale de 0 à t sur 4 de 4 u0 sur t au carré fois t carré dt. Alors ça, c'est une constante, je peux le sortir. Et l'intégrale de t carré dt, ça me fait du t cube sur 3. Donc j'ai du 4 u0 sur grand T au carré, multiplié par t cube sur 3 moins 0 cube sur 3. Alors que t, il faut le prendre en t sur 4, donc il me reste du 1 tiers de t sur 4 au cube. Alors là, il y a déjà un certain nombre de choses qui se simplifient. Vous voyez que j'ai du 4 au carré qui va pouvoir se simplifier avec le 4 au cube, donc finalement il me reste du 1 quart. Alors, il me reste le 1 tiers de devant, je vais tout de suite le mettre, hein, c'est celui-là, multiplié par 1 quart, ça c'est le truc en vert. Ensuite, de la même manière, j'ai un t ici au carré et donc un t au cube, donc il me reste un t en haut. J'ai un u0 carré, ça il vaut mieux que j'ai un truc comme ça, et là je crois que j'ai simplifié un petit peu tout ce qui est simplifiable. Résultat, moi ce qui m'intéresse, pour avoir la valeur moyenne de u carré, pas encore la valeur efficace, mais j'ai le carré de la valeur efficace. La valeur moyenne de u carré, c'est 1 sur t, l'intégrale de 0 à grand T de u carré de t dt. Donc c'est 4 sur t, l'intégrale de 0 à t sur 4 de u carré de t dt, donc le truc que je viens juste de calculer, donc c'est 4 sur t multiplié par 1 tiers fois t sur 4, ah tiens, sympa, fois u0 carré. Et donc je me retrouve avec du u0 carré sur 3 pour cette valeur moyenne de u carré. Résultat, la valeur efficace, c'est la racine de la moyenne du carré de u, c'est donc ici u0 qui simplifie avec le carré qui simplifie avec la racine sur racine de 3. Voilà pour ce petit exemple. Alors ça, normalement, vous m'avez certainement entendu au moins une fois dans l'année dire que pour la valeur efficace, on aura u0 sur racine de 2 uniquement pour les signaux qui vont être des signaux sinusoïdaux. Si on prend des triangulaires symétriques, ça va être du u0 sur racine de 3. Et si on prend du carré symétrique, c'est u0 sur racine de 1, c'est-à-dire u0 directement. Vous avez vu d'ailleurs qu'on a eu du u0 sur racine de 2 qui était apparu pour l'exemple 2, mais là, j'avais un carré non symétrique. Bref. Donc justement, donc ça c'est des petits exemples, pas forcément à retenir, même si c'est le u0 sur racine de 3, pour l'avoir en tête une fois, ça peut peut-être servir. Mais ce qu'il va falloir savoir faire, c'est la valeur efficace d'un signal sinusoïdal symétrique. Un signal sinusoïdal
symétrique. Vraiment sinusoïdal, au sens du mathématicien, pas au sens du physicien, pour lequel, si le signal n'est pas de valeur moyenne nulle, on peut encore le prénommer ou lui donner le nom, le sobriquet de sinusoïdal. Bon, donc là, le résultat à retenir, c'est que si U de t s'écrit U0 cosinus oméga t plus phi, donc mon signal sinusoïdal, alors le U efficace, c'est l'amplitude divisée par racine de 2. Ça, je vous l'ai déjà dit, ce que on mesure sur le voltmètre en mode AC, ce n'est pas l'amplitude directement, mais l'amplitude divisée par racine de 2. Par exemple, le 220 volts dont on parle très souvent, ce qu'on donne, c'est pas la valeur de l'amplitude, c'est la valeur efficace. Et donc, il faut multiplier le 220 volts par racine de 2, ce qui devrait nous donner de l'ordre de 380 volts. Et en multipliant cette valeur par racine de 2, ça vous donne une idée de l'amplitude et donc de la valeur maximale de la tension. Alors, bien sûr, votre signal n'est pas toujours à sa valeur maximale, mais ça permet d'avoir déjà une première idée. Alors, réfléchissez voir à une démonstration de ce truc-là. Vous avez plusieurs démonstrations. Vous avez la démonstration, je me lance dans les calculs, je me bats avec mon cosinus et puis je l'intègre, mon cosinus carré, je linéarise et je l'intègre correctement. Première démonstration calculatoire. Vous avez la démonstration graphique. Vous dessinez votre truc, vous regardez comment se dessine le cos carré et vous en déduisez forcément cette résolution. Et puis vous avez la démonstration un petit peu fine, un petit peu astucieuse, qui consiste à utiliser la relation fondamentale de la trigonométrie et voir que faire apprendre la valeur moyenne d'un cos carré, c'est la même chose que la valeur moyenne d'un sinus carré, et voir ce que ça nous apporte pour ça. Je vous laisse réfléchir, ensuite on fait les 3 démonstrations. Et ce qui est important, c'est le résultat. La démonstration, c'est juste pour que, vous sachiez le retrouver au passage, parce que ça vous devez être capable de l'établir, il faut savoir le faire, mais surtout essayer de le faire par vous-même pour pouvoir retrouver cette chose-là. C'est bon ? Allez, on fait la démonstration numéro 1 et calcul. On y va, on a confiance. Alors pour avoir la valeur efficace, il faut calculer la valeur moyenne du carré. Je prendrai la racine après, attention de ne pas oublier la racine. Pensez bien que la valeur efficace pour une tension, c'est une tension et pas une tension au carré. C'est ce qu'on va y rester chez nous. Alors quand on prend ça, j'ai un signal périodique de période t, 1 sur t, l'intégrale de 0 à grand t, de cosinus carré oméga t plus phi. Bon, alors là on peut déjà, on va linéariser, allons-y gaiement dt, faut pas oublier le dt. Allons-y gaiement. Or cos carré. Alors cos carré θ, comment ça s'exprime en fonction de cosinus de 2θ? Moi, je ne connais que cosinus de 2θ. C'est cos carré θ, c'est cos carré moins sinus carré. Donc, cos carré θ moins sinus carré θ. Or, il y a quand même une deuxième relation trigonométrique que je connais, c'est dire que cos carré plus sinus carré, ça fait 1, donc sinus carré, c'est 1 moins cos carré. Ok, donc ça veut dire que j'ai 2 cos carré, θ, moins 1, qui est égal à cosinus de 2θ. Là, du coup, c'est facile de voir que je fais passer le 1 de l'autre côté, j'ai du 1 plus cosinus de 2θ, le tout divisé par 2 pour avoir mon cos carré. D'où ma valeur moyenne de u carré, elle s'écrit 1 sur t, l'intégrale de 0 à grand t, de 1 plus cosinus... Ah tiens, j'ai oublié un truc. Quand même, mon u, il y a un u0 qui se balade. Donc vous avez le u0 qui est ici, il faut quand même que je le mette. Donc il est là, hop. Et il est au carré puisque je prends le carré de ce truc-là. Donc je peux le sortir, u0 carré. On l'oublie puisque la difficulté elle est dans l'intégrale qui est ici. Donc j'ai cosinus oméga t plus phi
le tout divisé par 2 dt. Bon, j'ai l'intégrale d'une somme, c'est simplement la somme des intégrales. Donc je me retrouve avec u0 carré sur t, facteur de l'intégrale de 0 à t de dt sur 2, ça va être très dur à calculer, plus l'intégrale de 0 à t, en demi, de l'intégrale de 0 à t de cosinus oméga t plus phi dt. Donc, j'ai du u0 carré sur grand T. L'intégrale des dt de 0 à t, ça me donne la valeur finale moins la valeur initiale, donc grand T, puisque la primitive de 1,5 c'est t sur 2, et donc il y a le t sur 2 qui reste là-dedans. Donc là, j'ai du grand T divisé par 2, plus 1,5 de, alors, la primitive de cosinus oméga t plus phi, ça va faire du sinus oméga t plus phi. Sinus, il est gentil quand on le dérive, effectivement, ça me donne du plus cosinus. Il y a juste que normalement, ça me sort un oméga, donc il faut que je divise par oméga. Voilà, entre 0 et t. Donc j'ai un premier terme qui est un u0 carré sur 2, quand je développe le premier, et j'ai un u0 carré sur 2t, que multiplie, et j'ai aussi un oméga, ouais, on va garder comme ça, fois 1 sur oméga, et j'ai sinus de oméga grand T plus phi, moins sinus de 0 plus phi, donc phi. Mais oméga fois grand T, ça a quand même une caractéristique, c'est que oméga c'est la pulsation et grand T c'est la période. Donc par définition, oméga fois grand T, ça fait 2pi. Et sinus de 2pi plus phi, ça fait gentiment sinus phi. Et sinus phi, il part avec l'autre sinus phi. Boum, fini. Donc il me reste du u0 carré sur 2 pour la valeur moyenne de u carré. Résultat, la valeur efficace, qui est la racine du carré de la valeur moyenne, enfin de la valeur moyenne du carré, attention, on ne peut pas faire l'inverse, bah c'est égal à racine de u0 carré, c'est-à-dire u0 divisé par racine de 2, donc racine de 2. On retrouve bien le résultat qui avait été annoncé, qu'il faut absolument retenir et savoir démontrer. Démonstration numéro 2. Démonstration numéro 2. Comment fait-on de manière graphique? Si vous dessinez votre cosinus en fonction du temps, votre cosinus carré, donc j'ai u0 carré cos carré oméga t plus phi. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir un machin déphasé, parce que c'est pas forcément phi est pas égal à 0, mais globalement, j'ai un truc qui monte, qui descend. Bon, si je regarde là, donc là je suis en u0 carré, et de l'autre côté je suis en 0. La valeur moyenne de ce truc-là, de manière assez évidente, étant donné que ce bout-là c'est exactement égal à ce bout-là, bah vous avez, ça va vous donner l'aire de ce rectangle-là. Enfin, l'intégrale va donner l'aire de ce rectangle-là, et donc si je divise par la période qui est justement la longueur du rectangle, bah je me retrouve avec juste la hauteur. Donc, on a directement que la valeur moyenne de u carré, c'est égal à u0 carré sur 2. Et une fois qu'on a ça, on peut retrouver, en prenant la racine, le u0 sur racine de 2. Vous voyez que c'est vachement plus rapide et visuel. Démo numéro 3. On a que cos carré de n'importe quoi, donc par exemple oméga t plus phi, plus sinus carré de n'importe quoi, particulier, enfin de la même chose, plus exactement, c'est égal à 1. Bon, ça c'est donc aussi valable en moyenne. Donc la valeur moyenne de cos carré, oméga t plus phi, plus la valeur moyenne de sinus carré, oméga t plus phi, elle est égale à 1. Or, un cosinus et un sinus, c'est rien d'autre qu'un décalage de pi sur 2. J'ai changé le phi. Phi, c'est devenu phi prime. Mais ça, on s'en fiche complètement. Vous voyez que la valeur efficace, elle ne dépend pas de la phase, elle ne dépend pas du moment où vous commencez à regarder votre intégrale. Donc, ce truc-là, c'est aussi égal à la valeur moyenne de cos carré. Donc, on se retrouve avec 2 fois la valeur moyenne de cos carré,
qui est égal à 1. Donc la valeur moyenne de cos carré, c'est 1,5. Le même 1,5 en fait qui était ici. Hein. C'est celui-là de 1,5. C'est 1 sur 2. C'est celui-là. C'est le 1,5 qui est là. Donc la valeur moyenne de cos carré, c'est 1,5. Donc la valeur moyenne de u carré, c'est u0 carré fois la valeur moyenne de cos carré. Donc c'est u0 carré sur 2. Et on en revient encore, hop, à ça. On en revient à la définition de cette valeur efficace quand on prend la racine de la moyenne du carré de votre signal. Alors il nous reste un dernier point à aborder avant de passer à la section suivante qui va être d'essayer de déterminer qu'est-ce qui se passe pour la valeur efficace d'un signal périodique quelconque. Quelconque mais tout de même périodique. Donc on veut essayer de calculer cette valeur efficace, donc valeur efficace d'un signal périodique, mais non plus simplement sinusoïdal. Alors on a déjà vu quelques exemples de ces signaux périodiques. On a regardé qu'est-ce qui se passait pour un signal créneau-symétrique, pour un signal triangulaire. On avait du U0 sur racine de 1, U0 sur racine de 3 pour le triangulaire. On vient de voir le sinusoïdal qu'il est important de retenir, où on aura l'amplitude sur racine de 2. Là maintenant, on va essayer de généraliser à n'importe quel signal périodique, donc soit G était un signal périodique de pulsation oméga égale 2pi sur la période, justement. Donc si on prend ça, l'analyse de Fourier nous affirme qu'on peut décomposer cette fonction périodique comme une somme infinie, ce qu'on appelle une série, une somme de fonctions sinusoïdales dont les fréquences sont données. Donc on a que G de t peut s'écrire sous la forme Ki0, donc ça c'est une certaine constante, simplement la fonction constante, c'est une fonction sinusoïdale particulière dont la période est infinie, et donc la fréquence est nulle, Ki0 plus la somme de n égale 1 à l'infini des Ki n cosinus de n oméga t plus phi n. Et donc, pour chaque signal périodique G, il va falloir essayer de déterminer les Ki n et les phi n correspondants. Ça, c'est le boulot des mathématiciens. Si jamais vous avez à travailler là-dessus, on vous donnera la décomposition, normalement. Et donc, c'est toute une théorie pour réussir à obtenir ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser à notre avantage cette décomposition. Eh bien, alors, automatiquement, vous allez avoir que la valeur efficace de ce G, on va noter G efficace, eh bien va être reliée à la somme en fait des carrés, ou plutôt G efficace au carré, ça va être la somme des carrés des valeurs efficaces de chacun des signaux. Pour un signal constant, la valeur efficace, c'est directement le signal en lui-même, puisque sa valeur moyenne, c'est lui, la valeur moyenne du carré, c'est le carré de sa valeur. Là, il n'y a pas de souci. Et pour tous les autres, c'est des signaux sinusoïdaux. Et puis, on a vu que les valeurs efficaces, c'était à chaque fois l'amplitude divisée par racine de 2. Et donc, on se retrouve avec la somme de n égale 1 à l'infini des Ki n sur racine de 2 au carré. Donc en fait, il y a une sorte de théorème de Pythagore qui apparaît où la valeur efficace au carré de la grande, du grand système, ça va être la somme des carrés des valeurs efficaces. D'ailleurs, c'est exactement un théorème de Pythagore, puisque vous verrez quand vous ferez de l'analyse vectorielle en mathématiques, enfin plutôt de l'algèbre linéaire en mathématiques, quand vous serez dans des espaces vectoriels normés, eh bien l'ensemble des cosinus n oméga t plus phi
va constituer ce qu'on appelle une famille libre de fonctions et donc une base de votre espace des fonctions qui sont de période grand T, et résultat, vous allez effectivement pouvoir écrire ça comme un théorème de Pythagore en faisant intervenir un produit scalaire qui fait à chaque fois intervenir les produits de deux composantes l'une avec l'autre, sachant que la base en question est orthogonale, c'est-à-dire que les cosinus des différentes pulsations sont orthogonaux entre eux. Donc pour la démonstration, on va pas s'embêter à faire ça, on pourrait en trouver dans les notes de cours si jamais vous êtes intéressé, mais ce qui est à retenir, c'est le résultat, le fait que vous fassiez une somme de toutes les valeurs efficaces, sachant qu'il y a une particularité qui est la valeur efficace de votre truc de départ, de votre constante, qui elle c'est directement qui 0, mais c'est vraiment la somme des valeurs efficaces au carré pour toutes les composantes que vous avez dans votre signe. Donc c'est tout pour ce chapitre-là. On va voir maintenant dans la section, c'est tout pour cette section. On va voir maintenant dans la section suivante, qu'est-ce qui va se passer quand on veut rentrer un signal dans un certain système et que ce système fait une sélection au niveau des fréquences, et justement, quand vous allez avoir votre signal complexe décomposable en série de Fourier, comme c'est le cas ici, la décomposition, eh bien, on va avoir l'effet du filtrage va agir sur chacune des composantes les unes après les autres.